Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre magazine socio-économique d'Écono Facile. Pour ce numéro de votre magazine, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux un homme. Il est fondateur du groupe KMS Investment. Il est également un acteur politique actif de la RDC, mais aussi il fut le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2018. Si je cite, Monsieur Seth, bonjour et bienvenue. Merci, Madame Sandrine. Vous êtes ce que vous êtes. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de vous à très peu de mots? J'ai une autre identité que j'aime souvent mentionner. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de me lancer en politique, je fus enseignant à l'université. J'ai enseigné dans 2 universités, en tant que chercheur, en tant que doctorant. J'ai enseigné à l'université Galatasaray en Turquie. C'est là-bas que j'ai fini ma maîtrise en relations internationales. Et puis, j'ai continué mes études en tant que chercheur à l'université de Pretoria en Afrique du Sud, où j'ai aussi enseigné dans le département de Cultural Studies, donc études culturelles et relations internationales. Donc, on peut dire que vous êtes également professeur? Pas encore. Enseignant serait le terme convenable. Ok, d'accord. Avec lui, nous allons essayer d'aborder la question sur la place du secteur agricole dans le budget national de la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur Seth, comme vous le savez, l'agriculture reste toujours un secteur presque vide, donc non exploité ici en RDC. Pourquoi les autorités abandonnent toujours ces secteurs-là? D'abord, merci pour cette question. C'est une question pertinente, importante, surtout en ces moments où nous continuons de parler développement de notre pays. Et nous savons tous qu'on ne peut pas se développer sans une certaine insistance ou encore plusieurs investissements dans le domaine de l'agriculture. C'est un secteur qui ne demande pas trop en réalité, parce que nous avons un pays qui est très riche. Nous avons un sol très riche, nous avons plusieurs hectares de terres arables. Mais ce qui nous manque, c'est surtout une politique étatique qui permet, ou encore qui permettra, de résoudre les problèmes qui vont résoudre automatiquement d'autres problèmes. Je m'explique. Vous savez, le développement de l'agriculture dépend beaucoup de l'infrastructure. Il faut commencer par là. Parce que lorsque vous prenez la route du Bandundu ou encore du Grand Bandundu, vous prenez la route du Congo central, vous allez réaliser qu'il y a des gens qui investissent dans l'agriculture, des villageois, des gens qui habitent cette province-là. Lorsque vous prenez le risque avec une moto d'entrer dans les coins reculés du Congo central ou du Grand Bandundu, vous allez voir l'agriculture organisée. Parfois, vous avez envie d'acheter quelque chose pour amener en ville, mais il n'existe pas de route. Déjà, le problème de route peut résoudre une grande partie de nos problèmes. Cela veut dire que s'il y a des routes, on n'attendra plus l'intervention de l'État pour se lancer dans ces secteurs-là. Je peux aller dans les grands Bandundu dans un coin reculé, je peux acheter des fruits, des légumes et je viendrai vendre à mes propres frais. Mais tout ce que nous demandons à l'État, ce sont des infrastructures. C'est ce qui manque. On ne peut pas imaginer, envisager le développement de l'agriculture sans des infrastructures appropriées. En parlant des infrastructures, on parle aussi de l'énergie. L'énergie aussi est importante parce que vous achetez des fruits par exemple, mais vous ne pouvez pas tout évacuer le même jour. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez trouver un moyen pour conserver ces fruits-là, soit en les transformant en produits semi-finis. Donc cela veut dire que si vous avez en face de vous des gens qui font des jus, vous pouvez transformer déjà ces fruits-là en concentré, en purée, et les revendre pour qu'ils puissent faire des jus. Mais pour conserver ces purées-là, vous avez besoin de l'énergie, vous avez besoin des chambres froides, vous avez besoin des frigos. Mais avec quelle électricité, quelle énergie allons-nous faire cela? Ça pose problème. Vous comprenez? Donc l'État doit d'abord faire sa part. Et la population, sans demander quoi que ce soit,
va commencer, parce qu'on commence petit. Je peux avoir 100 000 francs, je pars, j'achète des fruits, je fais des bénéfices de 100 000 francs. J'ai maintenant un capital de 200 000 francs qui vont me permettre de les réinvestir et de gagner cette fois-ci 500 000 francs. Et c'est comme ça que j'ai créé mon capital. Mais nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'une accessibilité. Les routes de dessert agricole, comme on l'a dit, doivent exister. Voilà. Donc si on arrive à résoudre ce problème primaire de route, cela va permettre à ces secteurs de décoller de soi-même. On n'aura pas besoin d'une autre intervention pour que ces secteurs-là puissent décoller. Voilà, mais c'est certes, la plupart des pays ils sont en train de s'investir dans ce secteur-là pour développer leur pays. Mais les budgets alloués ici chez nous, les budgets alloués du secteur agricole n'est qu'à 3%. À 3%. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes politique, vous êtes en train de s'investir déjà dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces pourcentages? C'est vrai que le budget est très insignifiant et pendant ma candidature à la présidence, lorsque nous avions fait des recherches sur le secteur agricole, nous avons découvert que une grande partie des jeunes qui sont actifs, qui sont employés, sont en réalité employés dans le secteur agricole. Mais leur revenu est en même temps trop bas. C'est le secteur agricole, sur toute l'étendue du pays, qui concentre une grande partie des jeunes actifs. C'est une raison de plus pour le gouvernement de s'investir, de penser un peu à cet aspect-là des choses. Parce que, vous savez, nous avons connu la crise du coronavirus. Je suis dans un autre secteur. C'est pendant cette crise-là que je me suis lancé dans le secteur agricole pour pouvoir fournir aussi les produits agroalimentaires. Mais il n'y a que les gens qui étaient dans ces secteurs-là qui vendaient. Parce que les autres secteurs étaient pratiquement à l'arrêt. Donc c'est un secteur qui ne s'arrête jamais et qui produit beaucoup d'argent pour le pays au niveau interne et même au niveau international. Je me rappelle quand j'étais en Afrique du Sud, il y a quelques années, l'Afrique du Sud avait connu un problème de maïs. Ils étaient obligés, parce que c'est le produit le plus consommé en Afrique du Sud, ils étaient obligés d'importer le maïs du Brésil. C'est loin. Il faut charger des bateaux. Pourtant, il existe une route entre le Lubumbashi et Cape Town ou l'Afrique du Sud. Imaginez qu'on avait ce maïs-là. Vous savez combien d'argent on allait nous faire? Parce que l'argent alloué par le gouvernement sud-africain au maïs et aux produits agricoles est très élevé. On allait attirer toutes ces devises-là qui pouvaient nous permettre de faire autant d'argent qu'on le fait, par exemple, pour le secteur minier. Donc c'est important pour le gouvernement de se pencher sur cette question de façon définitive. On se limite au discours, mais on ne met pas les moyens en jeu pour que ce secteur puisse se développer. Parce que selon la loi des finances de 2016, ça devait passer de 3 à 10%. Mais apparemment, c'est un secteur toujours qui est abandonné. Voilà, donc c'est à nous de dénoncer, c'est à nous de revenir là-dessus chaque fois que les occasions comme celle-ci se présentent devant nous. Parce qu'on ne peut réellement pas nous développer sans les secteurs agricoles. Je le dis toujours, vous savez, lorsque une personne commence à se faire de l'argent, il change 4 choses dans sa vie. Il change d'abord sa façon de manger. Vous voyez, le secteur agricole, agroalimentaire et agricole vient toujours en premier lieu. Lorsque quelqu'un est pauvre, il pense d'abord à ce qu'il doit manger. Vous comprenez? Donc le secteur agricole, peu importe la perspective, peu importe le coin où vous décidez de regarder la chose, vous allez toujours réaliser que ce secteur-là prime sur tous les autres secteurs de la vie d'un État. Malheureusement, on choisit de privilégier d'autres secteurs, parfois parce que nous sommes contraints de le faire. Par exemple, le problème de la sécurité à l'Est pose problème, raison pour laquelle la défense et la sécurité consomment une grande partie du budget. C'est normal, c'est l'une des conséquences de la guerre que nous vivons dans notre pays malheureusement. Mais bon, on doit faire de notre mieux pour
garantir cette sécurité alimentaire-là pour tout le monde, et ça passe par le secteur agricole. Et vous êtes au courant sûrement de l'enquête du parc agroalimentaire de Boukangalonzo que l'IGF a eu à mettre en place au vu aussi de tout le monde. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces genres de programmes ne puissent plus revenir en faillite, et comment faire pour créer d'autres programmes de ce genre pour booster exactement les secteurs agricoles? J'ai suivi superficiellement ce dossier-là. J'ai vu ce qui reste du parc agroalimentaire de Boukangalonzo. Je crois que la première des choses à faire, c'est de sauver d'abord le peu qui nous reste. Qu'est-ce qui peut être fait pour relancer Boukangalonzo? On doit commencer par là. On doit se concentrer sur les solutions au lieu de continuer à tourner autour de problèmes. Le but aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de l'IGF, que ce soit au niveau des parquets, le but, ce n'est pas simplement d'arrêter les gens. Le but, c'est de rebondir, de se relancer, de trouver d'autres mécanismes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Voilà le but. Donc, on ne doit pas tourner autour, nous réjouir du simple fait que telle ou telle autre personne sera arrêtée. Non. Il y a encore des machines à Boukangalonzo, il y a encore un terrain qui est exploitable, il y a des graines, comme ils ont dit. Le Premier ministre a visité, plusieurs personnes ont visité, on a vu des images. La question qu'on doit se poser en ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour relancer Boukangalonzo? Commencer au moins. Si nous avons plusieurs milliers d'hectares, est-ce qu'on peut d'abord exploiter au moins 100 ou 200 hectares? On commence par là. Et le reste viendra après. Je demanderai à l'IGF d'approfondir ce qu'il a déjà fait comme travail. Je demande aussi aux autres instances qui vont certainement s'impliquer d'approfondir leurs recherches pour comprendre ce qui n'a pas marché. Et à la fin, moi, je n'ai jamais été partisan d'une gestion étatique des entreprises. Voilà. Parce que l'État, pendant des années, nous a prouvé qu'il est un mauvais gestionnaire. Alors, j'aimerais qu'on puisse céder cette affaire-là à des privés, à des locaux, qui pourront faire en sorte que Boukangalonzo soit relancé pour la sécurité alimentaire de tous les Quinois et pourquoi pas toute la RDC. De toute la RDC. Voilà, Monsieur Sied, vous avez sûrement suivi également les discours du chef de l'État sur l'état de la nation qu'il a eu à faire devant les congrès récemment. Il a évoqué plusieurs points de plusieurs secteurs de la vie, mais on n'a pas vu nulle part où il a mentionné, où il a parlé du secteur agricole. Selon vous, comment est-ce que vous analysez cette situation? C'est vrai que pour la toute première fois depuis qu'il a accédé au pouvoir, le président a tenu un discours bref. C'était, je crois, l'un des discours le plus bref. Le discours de l'état de la nation de l'année passée avait pris, je crois, plus de 2 heures. Mais ce dernier discours a été précédé par un autre discours. C'était 34 minutes. Voilà. Et je pense qu'il ne pouvait pas tout dire parce qu'en ces moments, il y a un problème qui les dérange. Je peux même dire, excusez-moi le terme, qu'il est obsédé par un problème. C'est le problème de la coalition. Et dans son discours, il a fait de son mieux pour revenir sur ce problème-là parce qu'il estime qu'aborder d'autres problèmes sans résoudre préalablement le problème de la coalition va aboutir pratiquement à rien. Là, je suppose que c'est la raison pour laquelle il a omis le problème agricole. Il n'a pas non plus parlé de la jeunesse, il n'a pas abordé plusieurs sujets en réalité, il n'a parlé que de la sécurité, en gros. Donc voilà, je pense que la prochaine fois qu'il prendra la parole, puisqu'il aime prononcer des discours-programmes, il reviendra sur l'agriculture. Mais vous savez, pendant les consultations, ce sont des sujets qui ont été évoqués par plusieurs acteurs. Parce que dans son discours, avant l'état de la nation, il avait pratiquement fait un résumé de tout ce que les acteurs politiques lui avaient dit sur l'état de la nation. Il a omis pour des raisons évidentes. Et puis j'ai pu voir, je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué, qu'il n'était vraiment pas dans sa peau. Certainement c'était dû c'était causé par la fatigue de tous ces derniers jours. Il était très impliqué dans
dans les consultations, il prenait note, il a écouté beaucoup de personnes, c'est tout à fait normal, ça arrive. Ok, puis l'Union européenne a financé l'agriculture et la conservation en République démocratique du Congo. Pensez-vous que nous avons toujours besoin de ces genres de financement pour booster les secteurs agricoles dans notre pays? C'est une aide. On ne refuse pas une aide, même si je suis aussi d'avis que nous devons faire de notre mieux pour nous prendre en charge nous-mêmes. Mais vous savez, l'Europe, en matière agricole, ils ont de l'expérience. C'est ce qui fait de l'Europe aussi un grand continent, un continent puissant, super puissant sur le plan économique. Il y a l'industrie lourde qui fait fonctionner des pays comme l'Allemagne, et puis il y a l'agriculture que nous trouvons dans des pays comme la Grande-Bretagne et partout. Venir avec de l'aide, ça ne peut pas se refuser vu que nous cherchons à décoller. Si ces aides-là ne sont pas conditionnées, je ne vois pas pourquoi on doit les refuser non plus. Je pense que nous devons rester ouverts à toute forme d'aide qui peuvent nous aider à décoller. Parce que l'aide, ce n'est pas seulement financière. Parfois, on vient aussi avec l'expertise, le savoir-faire pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais cela ne veut pas dire que cette aide-là doit être éternelle. À un certain moment, on doit évoluer avec ce qu'on a. C'est comme nous autres. Cela veut dire que quand on a commencé l'entrepreneuriat, vous vous débrouillez d'abord pour constituer un capital, mais après, vous décollez. C'est comme lorsque vous prenez un crédit auprès d'une banque. Vous ne retournez pas à tout moment prendre un crédit. À un certain moment, il faut constituer votre capital pour aller de l'avant. Okay. Donc voilà. Et puis voilà, vous, M. Seth, vous savez qu'il y a maintenant la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Le coronavirus a impacté négativement presque tous les secteurs de la vie, comme vous le savez, et l'agriculture n'a pas été épargnée. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour promouvoir ces secteurs malgré cette crise sanitaire qui bat toujours son plein? Je l'ai dit tout à l'heure que le secteur agricole prime sur d'autres secteurs. Et la pandémie du coronavirus, de la Covid-19, l'a encore démontré une fois de plus. Le président avait émis le vœu de soutenir à fond ces secteurs et les efforts ont été déployés. Je crois que le FPI a déboursé beaucoup d'argent pour financer certaines personnes qui sont dans les secteurs agricoles. Je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est s'assurer du suivi de l'argent qui a été donné à ces gens. Est-ce qu'il y a eu production? Est-ce qu'il y a eu retour sur investissement? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et si c'était la bonne chose à faire, est-ce qu'on doit continuer sur cette voie-là de financement de ces entrepreneurs-là qui s'étaient lancés ou qui étaient déjà dans ces secteurs-là? Et puis il faut penser évidemment à long terme parce que finalement nous avons compris que nous serons obligés de vivre avec cette pandémie jusqu'à ce que le vaccin soit trouvé du moins. Déjà la deuxième vague vient d'être annoncée. Quelques mesures seront annoncées. Même ici, les autorités ont eu à programmer le couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Oui, bon, une mesure que moi je désapprouve, que je ne trouve pas logique malheureusement, et je ne vois pas comment ça va résoudre le problème. Mais comme je l'ai dit au début, il y avait un programme pour renforcer le secteur agricole prononcé par le président pendant la première vague de la Covid. Je pense que c'est le moment de faire le bilan ou encore le suivi de ce programme-là pour voir si c'est la bonne méthode à suivre et si on doit continuer sur cette voie. La question du confinement, enfin du couvre-feu, qui sera annoncé bientôt, qui vient d'être annoncé selon les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas une bonne mesure à prendre. Parce que vous savez, lorsque vous réduisez le lit du fleuve, vous augmentez son débit. Lorsque vous dites que nous aurons couvre-feu à 21h, qu'est-ce que vous faites? Vous obligez tout le monde à être dans la rue au même moment et vous augmentez le risque de contamination. C'est exactement ce qui va se passer. Pensez aux gens qui habitent à Tchangou, on dit que 80% de la population vit à Tchangou. Passer le saut de mouton de Débonhomme, ça vous prend 3 heures à l'aller. Au retour, ça vous prend 3 heures, sans compter les autres sauts de mouton. Donc si vous quittez la maison à 6 heures, vous arrivez en ville à 8 heures.
Vous allez travailler pendant combien d'heures? 2 heures, parce qu'il faut encore passer les sauts de mouton pour rentrer à la maison. Si des bonhommes vous prend 3 heures, l'autre vous prend 45 minutes, l'autre donc c'est 5 heures et 10 heures ou je ne sais pas moi, 8 heures en route, vous allez travailler pendant combien d'heures? Je ne pense pas que c'est une décision bien réfléchie, que moi je désapprouve, ils pouvaient faire mieux. Voilà, vous êtes leader d'opinion, M. Seth. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer des structures ou organisations pour initier ou pour booster les jeunes à s'intéresser de l'agriculture, étant donné que vous venez à peine de vous lancer dans ces secteurs? Non, généralement, je concentre mes efforts pour initier les gens à entreprendre généralement. Parce que je l'ai dit, le secteur agricole prime, mais ce n'est pas le seul secteur. Et j'ai donné un exemple au début. J'ai dit que quand quelqu'un commence à gagner de l'argent, il change 4 choses. Je vous ai seulement parlé du secteur agroalimentaire. Il change ce qu'il mange. Mais il change aussi son logement. C'est automatique quand on commence à gagner de l'argent. On change aussi sa façon de s'habiller. Vous comprenez? C'est le secteur textile. On change aussi la façon de se faire soigner. Donc on quitte les petits dispensaires du quartier pour se faire soigner dans des grandes cliniques, dans des grands hôpitaux. Donc voilà, il y a plusieurs secteurs qui peuvent intéresser plusieurs jeunes. Et moi je parle généralement d'entrepreneuriat au lieu de me concentrer seulement sur l'agriculture. Parce que investir dans l'agriculture dans notre pays demande beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Parce qu'au-delà de routes qui n'existent pas, il faut mobiliser des camions pour évacuer vos marchandises, il faut avoir les transports, il faut construire à la ferme et poursuivre ces travaux. Toutes ces choses-là posent problème, justement. Mais vous savez que l'agriculture demande une main-d'œuvre forte, que les jeunes qui en possèdent, pourquoi pas les initier également à part l'entrepreneuriat, pourquoi pas les initier qu'ils puissent également s'intéresser de cette agriculture afin de booster ces secteurs. Vous savez, le secret pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord faire de ce que vous faites une passion. Quand il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, vous n'allez pas évoluer. Alors vous ne pouvez pas obliger un jeune qui a d'autres idées à aller faire l'agriculture, non. L'agriculture doit attirer, doit intéresser la personne. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a l'argent à gagner derrière le secteur agricole, la personne doit aimer ce qu'il fait. Sinon, ça sera une punition, ça sera quelque chose qu'il n'aime pas et il n'ira pas loin avec ça. Raison pour laquelle nous ne pouvons qu'en parler, comme on le fait aujourd'hui. Mais on ne peut pas obliger la jeunesse à se lancer dans l'agriculture parce que, comme je l'ai dit, l'État n'a pas encore fait sa part. On doit être à l'aise quand on entreprend. On doit être dans sa peau. On doit développer cette passion-là quand on entreprend. Et quand il n'y a pas de route, quand vous allez dans le champ ou quelque part où il y a trop de moustiques, il y a trop d'herbe, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière, vous allez vous ennuyer à un certain point, ça sera une forme de punition. Parce que comprenez que lorsque vous êtes dans l'agriculture, vous plantez aujourd'hui, vous allez récolter après 3 mois, 6 mois, 1 année. C'est quand même un processus qui nécessite beaucoup d'efforts. Comment allez-vous survivre pendant tout ce temps? Vous avez besoin de beaucoup de moyens. Ce n'est pas quelque chose que les pauvres peuvent faire dans l'immédiat. Donc voilà, je veux bien les initier, je veux bien les encourager, mais il faut que les conditions aussi soient réunies pour le faire. Ok, il faut que les conditions soient réunies. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission, M. Seth. Avant de chuter, je voudrais savoir quel est l'impact de l'agriculture dans l'économie mondiale et particulièrement dans l'économie de la République démocratique du Congo. Notre économie déjà est extravertie. Moi, j'étais choqué pendant la candidature à la présidente. Je suis allé à Gambela, au marché Gambela. C'est là que j'ai découvert qu'il y a des produits agricoles que nous importons, comme les pommes de terre. Il y avait certains oignons que nous importons. C'est quand même grave. Pendant qu'on parle de 80 millions de terres arables pour notre pays. Notre secteur agricole, sur le plan comparatif, si on doit comparer avec d'autres pays, puisque j'ai vécu dans d'autres pays, je pense que nous sommes au niveau 0. J'ai étudié en Afrique du Sud. Chaque week-end, je faisais 600 km pour aller en province parce que j'aimais beaucoup plus passer des temps en province. Et lorsque vous quittez la capitale
pour la province, vous voyez que des fermes bien structurées, canne à sucre, maïs, très bien tracées. Et il n'y a que des fermiers là-bas. Des étendues et des étendues. On ne voit pas la même chose ici. Lorsque vous prenez la route du Bandundu, vous allez voir des pancartes, on écrit ferme de tel. Mais lorsque vous regardez, il n'y a rien. Ils occupent seulement l'espace, ils n'exploitent pas. Congo central, la même chose. J'ai parlé aussi que dans les provinces, il y a la même situation. Donc nous sommes presque au niveau zéro et nous devons déployer beaucoup plus d'efforts pour que l'agriculture puisse devenir le secteur dominant. Les pays comme la Turquie, où j'ai vécu, où j'ai fait 12 ans, ils exploitent bien l'agriculture, bien qu'ils n'ont pas des terres arables comme nous. Mais ils se concentrent sur certains produits qu'ils vendent à l'extérieur, un peu comme nous on vend des diamants. Les Turcs sont connus pour, par exemple, leur, comment ça s'appelle, olives. Les huiles d'olive qu'ils produisent en grande quantité. Ils sont en compétition avec l'Espagne et le Portugal pour ce produit-là. Ils produisent d'autres produits comme le café. Ils produisent le thé. Donc cela veut dire que nous, on n'a pas un produit spécifique qu'on vend exclusivement à l'étranger. On peut se concentrer sur ce genre de produit et devenir, par exemple, numéro 1, non pas seulement en Afrique centrale, mais aussi dans le monde. J'ai suivi l'autre fois l'émission Réussite sur Canal+, où j'ai vu un jeune Rwandais signer un contrat de 5 millions de dollars pour exporter le piment, les piments que nous produisons ici. On n'arrive malheureusement pas à le faire chez nous. Mais le Rwanda, c'est un petit pays, nous avons un grand pays. Nous pouvons nous lancer dans ça. Commençons par réaliser des petits projets. Il n'y a pas de secret à la réussite, autre que cela. Généralement, on fait des promesses, on imagine des grands projets, on ne commence pas petit. Commençons petit et vous allez voir, nous allons évoluer. Et si l'État, bien sûr, facilite les choses, si l'État vient poser les bases solides qui peuvent nous permettre de décoller. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, M. Seth. Avant de nous séparer, votre mot de la fin? Merci d'être passé. J'ai beaucoup aimé le concept de votre émission parce que c'est très rare de voir nos journalistes aborder les questions économiques. On préfère nous cantonner sur les questions politiques, certainement parce que ça facilite et ça suscite beaucoup de polémiques. Je crois que de telles émissions vont nous permettre d'aborder les vraies questions parce que dans la pyramide du pouvoir, nous avons le pouvoir politique, mais en dessous du pouvoir politique, il y a le pouvoir économique qui constitue en réalité la fondation, les piliers de chaque État. Tout État dépend d'une bonne économie pour être développé, pour être un État puissant, fort sur le plan intérieur, sur le plan international, sur le plan diplomatique. Vous avez besoin d'une bonne économie, même sur le plan militaire. Plus nous allons aborder de telles questions, plus nous allons réveiller beaucoup de gens sur des questions économiques, plus nous allons orienter beaucoup de jeunes vers l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus intéressant que la politique. Aujourd'hui, si moi je me suis lancé en politique, c'est parce que j'étais entrepreneur, c'est parce que je m'étais créé des moyens. Je ne suis pas passé par un parti politique, je n'ai pas fait le Djalel ou de qui que ce soit, je me suis lancé avec mes propres moyens. Nous avons besoin d'une telle génération, nous avons besoin de tels jeunes décomplexés qui peuvent dire ce qu'ils veulent, qui peuvent dénoncer, qui peuvent critiquer le système, défier le système, parce que ils ont quand même des moyens financiers qui leur permettent de le faire. Parce que lorsque vous dépendez de ces mêmes vieux-là, de ces dinosaures-là qui sont dans la scène politique, vous ne pouvez pas dire quelque chose parce que vous avez peur qu'ils refusent de vous donner 10, 20 dollars. Donc voilà, les sujets économiques sont très importants. Voilà, merci beaucoup M. Seth d'être passé à Econofacile. Je crois que c'est la première, ce ne sera pas la dernière. Je l'espère aussi. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux M. Seth Kikouni, qui est président fondateur du groupe KMS Investment et président, mais également un homme politique actif de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.